durable pour le comité Champagne. Voilà, juste pour t'introduire ton poste. Et donc, c'est vrai que c'est un sujet que tu travailles, toi, depuis très longtemps. On travaille à l'échelle. Allez, voilà, parce que depuis 2002, Jean Covici est revenu là, cette année, enfin, le dernier AG, mais ça faisait depuis 20 ans qu'il était, qu'il était déjà passé. Donc, il y a cet enjeu. Et aujourd'hui, on peut dire que aujourd'hui, tu vis un peu ton heure de gloire, presque. C'est le moment où il y a un changement complet de la. Non, mais il y a une prise de conscience, on doit le dire, un peu quand même. Oui, on peut le dire, un peu. On peut soupçonner, on peut envisager une petite prise de conscience. Il y a encore du chemin à faire, mais voilà, on compte sur vous pour guider la filière. Donc voilà, explique-nous un petit peu comment ça va se passer. Merci. Alors, hop là, je vais passer là-dessus. Donc, oui, je vais vous présenter la démarche collective des vignerons et maisons de champagne sur le sujet. Alors, voilà, c'est peut-être cette démarche qui vit son heure de gloire, pas ma petite personne, parce que c'est toute une équipe à l'interprofession et 16 000 vignerons et 400 négociants. Et donc, c'est une démarche qui commence à remonter à plus d'une trentaine d'années aujourd'hui. Et donc, on va le voir rapidement. Alors, Marion a déjà bien expliqué les notions de développement durable, de RSE. Juste voilà, un petit rappel, souvent on parle des 3 piliers, économie, société, environnement. C'est des compartiments qui sont très imbriqués les uns dans les autres. Hein. Une économie dans une société qui s'effondre a assez peu de chances d'être prospère, et une société dans un environnement qui se dégrade a assez peu de chances d'être durable aussi. Donc, vous avez une question, Monsieur Charpentier? Non, rien. Okay. Le cheval n'était pas aussi écolo que ça. Ok, alors oui, tout à fait, vous avez raison. Parce que l'avoine, elle pousse grâce à un tracteur. Oui. En amont et en aval. Et puis, quand on a fait 70 km, 100 km avec une voiture pour rouler 20 heures à Paul ou à Jacques, à gauche ou à droite, pas non plus très écolo. Tout à fait. Là, vous mettez le doigt sur ce qu'on appelle les déplacements d'impact. Je crois que vous avez bien révisé. Et donc, effectivement, souvent, par abus de langage, on parlait de développement durable sous l'angle de l'environnement. Mais en fait, on se rend compte que déjà historiquement, de façon un peu empirique, quand on évaluait des changements de pratique, on les évaluait sous des volets qui pouvaient relever de la RSE. Donc souvent, quand au niveau d'un changement de pratique, on regardait ce que ça pouvait apporter pour les champenois, on regardait l'impact sur l'environnement, le coût bien sûr de la pratique, santé, sécurité à la fois pour les opérateurs, mais aussi pour les consommateurs, pour les riverains, la qualité, l'impact sur la qualité du produit et l'impact sur l'image. Voilà, donc c'est déjà des choses qui se retrouvent au niveau de la RSE. Mais historiquement, voilà, ça s'est structuré surtout sur le management environnemental. Donc, les champenois ont souhaité mettre en place un système de pilotage environnemental à l'échelle de ce qu'on appelle l'entreprise Champagne, c'est-à-dire les 16 200 vignerons qui produisent à peu près 90% du raisin aujourd'hui, et les 370 maisons de champagne, les négociants, qui mettent sur le marché 70% des bouteilles. Donc, 2 familles très complémentaires avec les coopératives qui sont l'outil de production collectif des vignerons et qui sont aussi un enjeu de RSE, hein, puisqu'on parle de mise en commun, de collectif aussi à ce niveau-là. Quand on essaie de structurer une démarche environnementale à l'échelle de l'entreprise Champagne, on se heurte à 2 grands défis. Le premier, c'est la diversité des opérateurs, puisqu'on a entre un tout petit double actif qui a quelques aires de vigne et une très grande maison qui fait partie d'un groupe multinational coté en bourse, on a toute une variété d'acteurs avec des tailles extrêmement différentes. Donc c'est très hétérogène. Et si on a aussi énormément de petits acteurs qui n'ont pas de ressources, qui n'ont pas de services développement durable, qui n'ont pas de ressources en interne pour s'occuper tout seul du sujet. Vous voyez, vous divisez le nombre d'hectares, 34 000, par le nombre de vignerons, 16 000. Vous voyez que c'est une toute petite exploitation. En Champagne, 50% des vignerons cultivent 10% du vignoble. Donc, vous voyez, on a beaucoup de vignerons sur très peu de surface, des toutes petites surfaces, souvent des doubles actifs. Donc ça, c'est un gros enjeu. Comment on fait pour entraîner tout le monde, même les plus petits, dans la démarche? On se base sur la force du collectif, si ça marche. Oui.
Voilà, donc la force des démarches collectives, les réseaux champenois, les actions collectives, les progrès de tous ont plus d'effet que les prouesses de quelques-uns. Ça se vérifie toujours à la fois pour avoir un impact sur l'environnement. On est beaucoup plus intéressé d'avoir les 16 000 vignerons qui font tous ensemble un pas que d'avoir 200, 300 vignerons d'élite qu'on met toujours en avant, voilà, qui sont toujours mis en avant dans la presse. D'un point de vue environnemental, c'est pas très intéressant. De la même façon, pour s'attaquer à des sujets complexes, on se rend compte qu'on est quand même plus fort ensemble. Et il y a une vraie complémentarité entre ce qui peut être fait à l'échelle d'une exploitation, d'une entreprise, et ce qui doit être fait à l'échelle du collectif et de la filière champagne. Le deuxième axe de travail, c'est l'amélioration continue. Donc, on retrouve dans toutes les démarches de progrès le Plan Do Check Act qu'on peut mettre en place à l'échelle à la fois de la filière, mais aussi à l'échelle d'une entreprise. Donc, le plan, c'est je fais le diagnostic de ma situation de départ et je construis un plan d'action pour m'améliorer par rapport à ce que j'ai vu dans mon diagnostic. Le Do, c'est je déploie mes actions via un ensemble d'outils de déploiement. Le check, c'est le suivi d'indicateurs, la vérification de ces indicateurs pour voir si on est vraiment dans une démarche de progrès. Et l'acte, ce sont les actions correctives, et donc voir ce qui n'a pas fonctionné et comment on peut améliorer ceci, ainsi de suite. Donc c'est une démarche qui ne s'arrête jamais et donc qui est valable à la fois pour quelqu'un qui peut être très en avance dans sa démarche de développement durable, qui se dit, voilà, je suis très performant sur mes pratiques viticoles, j'ai toutes les certifications imaginables, ça fait 20 ans que j'ai tout fait. D'accord, mais qu'est-ce que vous avez fait en termes d'éco-conception de vos emballages? On n'a peut-être pas encore travaillé le sujet. Bon, ça sera l'étape d'après. Inversement, quelqu'un qui démarre dans le sujet, qui peut se sentir un petit peu paralysé en disant il y a beaucoup de choses à faire, pas de panique, on fait le diagnostic de la situation de départ et un plan d'action sur quels sont les sujets prioritaires à travailler. On ne sera pas parfait du premier coup, d'ailleurs on ne sera jamais parfait. L'idée c'est juste de voir sur quoi on va travailler les 2-3 prochaines années, sur quoi on va mettre vraiment la priorité. Et donc ça, c'est un travail qui a été fait à l'échelle de la filière depuis le début des années 2000. D'abord avec des diagnostics sur des évaluations environnementales, des suivis d'indicateurs pour voir un petit peu l'état des pratiques champenoises. Et suite à la construction de ces diagnostics, des plans d'action ont été déployés. Donc le premier, c'était le plan eau, a suivi le plan carbone et puis le plan biodiversité. Et donc on a 3 plans d'action qui sont menés à l'échelle de la filière pour pour déployer cette démarche d'amélioration continue. Voilà, donc Adrien en a parlé tout à l'heure, le bilan carbone par exemple, ça a été fait en 2002-2003, donc avec Jean-Marc Jancovici, à l'époque où il construisait la méthodologie bilan carbone, donc une preuve que la filière était assez pionnière sur le sujet, voilà, assez visionnaire, et donc l'idée c'est de toujours garder un temps d'avance et d'essayer d'avancer à notre rythme. On ne prétend pas aller les plus vite, mais peut-être que c'est le lièvre et la tortue. En ayant démarré assez tôt et en ayant mis à notre échelle de façon régulière en place des actions, on se rend compte qu'il y a une dynamique qui se crée aujourd'hui et qui se perpétue, alors que des acteurs ou des filières qui démarrent à peine aujourd'hui annoncent tout de suite des objectifs de baisse, de réduction de gaz à effet de serre qui paraissent complètement irréalistes, simplement parce qu'ils ont démarré avec 20 ans de retard. Voilà, donc c'est quand même beaucoup plus efficace de se dire, de ne pas faire l'impasse sur tous ces sujets de développement durable et dès aujourd'hui de se dire quelle est la prochaine action que je peux mettre en place. Alors, un exemple d'outils de déploiement, les certifications environnementales. Il y a un objectif de 100% engagé et donc certifié soit en viticulture biologique, soit en viticulture durable en Champagne, soit en HVE au niveau du vignoble. Voilà, donc avec différents outils de déploiement sur lesquels je n'aurai pas le temps de m'appesantir aujourd'hui. Bien entendu, c'est un outil. C'est encore une fois un outil de déploiement. Ce qui compte d'un point de vue environnement, d'un point de vue développement durable, c'est qu'on voit ensuite la partie de droite, c'est-à-dire la mesure d'indicateurs de progrès collectif. Les labels, c'est bien, ça fait joli sur une bouteille, ça peut permettre de promouvoir une démarche, ça permet de savoir où on en est en s'évaluant, mais à la fin, d'un point de vue développement durable, d'un point de vue responsabilité sociétale, c'est vraiment les indicateurs et les résultats qu'on sera arrivé à obtenir qui nous importent. Et donc, sur le volet viticulture durable,
On a un référentiel qui a été construit par et pour les champenois avec 99 critères dans ces 6 items. Donc, stratégie phytosanitaire, gestion de la fertilisation, gestion de la biodiversité, préservation des terroirs et paysages, gestion des effluents et des déchets dans une logique d'économie circulaire, réduction de l'empreinte carbone. Voilà, donc assez complet. Je pense on regarde en permanence, on est en veille sur les différents référentiels. Je ne connais pas d'autres référentiels viticoles qui soient aussi complets. Ça permet en fait à une entreprise viticole qui veut traiter de la RSE de s'assurer que son volet environnement, en tout cas environnement au vignoble, sera plutôt bien couvert par cette certification. Alors, il reste tout ce qui se passe en cave, il reste ce qui se passe au niveau des emballages, au niveau des transports, etc. Mais là, ça permet de couvrir un compartiment de la RSE. Alors, sur le déploiement des certifications, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Vous voyez l'effet de ce que je vous disais tout à l'heure sur les petits acteurs. Aujourd'hui, le vignoble est certifié à 69% en termes de surface. Voilà, avec une grosse majorité en viticulture durable en Champagne. On est à peu près à 9% en agriculture biologique et 14% en HVE seul. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de viticulture durable qui sont aussi HVE. Voilà. Et par contre, au niveau des exploitations, je vous le disais tout à l'heure, quand on a 50% des exploitants qui représentent seulement 10% des surfaces, tous les petits, maintenant, il va falloir aller les chercher avec du collectif, avec les prestataires, avec voilà, beaucoup de moyens. Et là, on est vraiment dans la RSE et dans des enjeux aussi sociaux et économiques sur de la formation, sur de la main-d'œuvre, sur du coût, sur des incitations. Qu'est-ce qui peut entraîner donc les 67% d'exploitation restantes dans la démarche? Là, on est beaucoup plus sur des enjeux sociétaux que sur des enjeux purement environnementaux. Si vous avez, n'hésitez pas. Voilà. Alors, je vous fais quelques exemples. On n'a pas le temps de balayer toute la démarche environnementale. C'est juste pour montrer un petit peu le contexte aujourd'hui. De la même façon, sur le plan carbone Champagne, c'est le bilan carbone de la Champagne, comment est-ce qu'il se structure? On a le cœur de métier vigne et vin qui représente un peu moins de 15% des émissions de gaz à effet de serre. Là-dedans, on retrouve surtout les consommations de carburant, les émissions liées à la fertilisation et aux climatisations au groupe froid. Ensuite, on a à peu près 30% en bleu qui est lié au transport, donc déplacement et fret. Et ensuite, plus de 50%, c'est toute la partie vert et brun qui est liée à ce qu'on achète. Et donc là, on retrouve ce que Marion disait tout à l'heure, on est dans un écosystème avec nos entreprises connexes, parce que tout ça, c'est les connexes en fait. Et donc, ça serait facile de dire, ça, c'est pas mon problème, c'est chez mon fournisseur. Sauf que tous ces produits-là et cette empreinte carbone, elle est liée à mon activité. Et donc, il y a un vrai besoin de travailler ensemble sur ces sujets-là, pas seulement entre producteurs de champagne, mais vraiment entre, je ne sais pas comment dire, citoyens de l'appellation Champagne, voilà, avec aussi les partenaires que sont les connexes, les prestataires, les transporteurs, les institutionnels, etc. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a construit le plan carbone de la filière, qui comporte à peu près 90 actions dans les 6 grandes thématiques que vous avez ici. Viticulture durable avec un focus sur le machinisme, œnologie durable avec un focus sur l'éco-conception des emballages, bâtiment avec un focus sur l'efficacité énergétique, fret et déplacement de personnes, économie circulaire et gouvernance. Et en fait, on voit que sur beaucoup de ces sujets-là, on a vraiment besoin des partenaires, on a vraiment besoin de tout l'écosystème champenois pour avancer sur ces sujets. La partie emballage, vous avez vu que la bouteille, c'était, si je reviens un petit peu, la partie emballage, c'est 32% de l'empreinte carbone, 27% c'est la bouteille. Et en fait, là, on est obligé de travailler tous ensemble, les verriers, main dans la main avec les producteurs de champagne, si on veut réduire cette partie-là. Alors, au niveau du plan carbone, donc des actions sont déployées. Donc, on est sur la deuxième tranche du plan carbone. Le premier plan a été lancé en 2005 à 2015. Et là, on est sur 2015-2025 avec un objectif d'atteindre moins 25% d'empreinte carbone à l'horizon 2025. Donc, on va voir, là, vous avez en bleu le réalisé et en vert le prospectif. Donc, d'après les trajectoires, on est à peu près, ce qu'on voit, on est à peu près en bonne route pour y arriver. Mais bon, on verra ça quand on y sera.
Voilà, l'objectif, ça c'est l'objectif de court terme, hein, c'est un point de passage 2025 pour notre plan carbone 2. Il va y avoir un plan carbone 3, etc., jusqu'en 2050. L'objectif 2050, si on veut suivre les impératifs de l'accord de Paris, c'est de faire moins 75% de gaz à effet de serre et de compenser tout le reste. Alors, on espère pouvoir stocker dans les vignes, dans les parcelles, donc en pourtour des parcelles, à peu près 7% des émissions restantes. Et le reste, ça sera lié à des projets de compensation. Et là encore, il va y avoir une vraie composante de responsabilité sociétale. C'est est-ce que la compensation, ça veut dire on finance une plantation de forêt à l'autre bout de la planète avec aucun regard là-dessus, ou est-ce qu'on essaie plutôt de travailler avec notre territoire, en bonne entente avec notre territoire, avec l'écosystème agricole, forestier, élevage, avec les zones humides, avec les producteurs d'énergie locale, pour développer des projets de compensation locaux, pour avoir des retombées positives au niveau du territoire, retombées aussi économiques, au niveau de l'emploi, au niveau même de l'image, au niveau, voilà, on rejoint ce que disait Adrien tout à l'heure sur tous les intérêts de la RSE. Tout nous pousse à croire qu'il faut quand même raisonner de façon un petit peu plus territoriale et un petit peu plus locale. Alors, ce sont juste deux exemples parmi beaucoup d'actions qui sont menées sur ces sujets-là. Comme je vous le disais, c'était surtout sur la partie développement durable, environnement en fait. Aujourd'hui, la filière est engagée sur une réflexion pour définir sa responsabilité sociétale à l'échelle de la filière, responsabilité sociétale Champagne. Ça ne se substitue pas du tout aux démarches d'entreprise, responsabilité sociétale des entreprises, des vignerons, des maisons, des coopératives et de toutes les entreprises qui gravitent autour de la filière Champagne. C'est vraiment complémentaire. L'idée, c'est qu'est-ce qui peut être traité au niveau de la filière et quel est l'ADN de cette responsabilité sociétale. Et donc, voilà une tentative de définition. Alors, elle n'est pas parfaite, hein, il y en a beaucoup d'autres. C'était donc la responsabilité sociétale de la filière Champagne, c'est la transmission d'un patrimoine, que ce soit naturel, immatériel, on pense bien entendu à l'UNESCO, culturel, même patrimoine économique, hein, bien entendu, hérité des générations précédentes et dont nous devons assurer la pérennité pour les générations futures. Et toutes nos actions sont liées à cette idée du patrimoine de l'appellation Champagne. Alors bien entendu, il peut y avoir aussi d'autres dimensions. On parlait tout à l'heure de convivialité, de aussi partager des moments de convivialité grâce à un produit qui s'exporte et qui transmet un savoir-faire français. Il y a plein de dimensions de la responsabilité sociétale. Là, c'était une tentative de définition à l'échelle de la filière et de l'appellation du territoire. Et qu'est-ce qu'on voit quand on essaie d'appliquer donc ça, c'est l'ISO 26000 adapté à notre sauce. Voilà. C'est-à-dire que donc, dans l'ISO 26000, qui est la norme qui définit en fait la responsabilité sociétale, il y a les grandes questions centrales de la RSE. On a essayé de l'adapter à la filière Champagne pour voir ce que ça pouvait vouloir dire. Et donc, on se rend compte que sur toutes ces questions centrales, on a des actions en cours où on a des vrais enjeux sur lesquels il faut travailler aujourd'hui. Le plus symbolique historiquement, c'est la loyauté des pratiques. Bon, loyauté, si vous êtes champenois, ça vous fait peut-être penser aux raisins ou aux vins sains, loyaux et marchands qu'on retrouve dans le cahier des charges de l'appellation. Cahier des charges qui est une vraie composante justement de cette amélioration continue, puisqu'il évolue en permanence pour aller toujours vers du mieux-disant. On peut parler des consommateurs, bien entendu. Quelles sont leurs attentes? Quelle est la promesse qu'on fait aux consommateurs? On a des obligations de transparence, de consommation responsable, bien entendu, si on produit un produit alcoolisé, mais aussi de respect du terroir, de s'intégrer dans une démarche de gastronomie, de culture. On peut parler du local, et je pense que ça peut être un bon endroit pour en parler ici. Voilà, c'est une filière qui n'est pas délocalisable, puisque c'est une appellation d'origine contrôlée. Et donc, elle s'intègre dans un écosystème et elle permet aussi le maintien d'une certaine richesse, d'une certaine prospérité dans la région. Avec, on peut parler aussi des notions de partage de la valeur qui sont essentielles dans les relations champenoises. La partie savoir et savoir-faire, où on retrouve ce qui est fait au niveau des acteurs
académiques, au niveau de l'UNESCO, au niveau de différents acteurs sur cette partie-là. Partage de connaissances, animation, transmettre les savoir-faire de la filière. Il ne suffit pas d'avoir le climat, le sol champenois pour faire du champagne. Il y a aussi tout un tas de cultures, de savoir-faire, de choses qui ne se transmettent pas du jour au lendemain. Les enjeux sociaux, alors on a la chance d'avoir des conventions collectives assez ambitieuses, assez historiques, notamment la fameuse convention Champagne. On a aussi des enjeux, des gros défis aujourd'hui, comme partout, mais peut-être plus que dans d'autres secteurs, pour recruter et pour garder de la main-d'œuvre. Donc ça, c'est un gros défi. Aussi sur les conditions de travail. Quand on a 110 000 saisonniers qui viennent d'un coup pour faire les vendanges sur 3 semaines, qu'est-ce que ça implique en termes de conditions d'accueil et de travail? Et les enjeux environnementaux, ça, je viens de vous en parler. Et donc, on voit que sur tous ces enjeux-là, il y a un vrai besoin de construire une démarche peut-être un peu cohérente et de faire en sorte que chaque vigneron, chaque maison de champagne qui veut se lancer dans la RSE n'ait pas à réinventer la roue à chaque fois. Et donc, un travail est en cours au niveau du collectif, au niveau de l'interprofession, pour essayer de définir justement cette RSE Champagne. Et donc, demain, je suis un vigneron, je suis une maison qui veut aller vers, comme disait Marion par exemple, vers une certification pour mettre en avant mes produits, éviter d'avoir à relire le cahier des charges de Bicorp, de vignerons engagés, etc., en se disant comment ça s'applique à moi, champenois. D'avoir déjà ces guides de lecture, d'avoir déjà ce travail prédigéré qui permet de dire, OK, moi je suis champenois, voilà les questions que je dois me poser. La viticulture durable peut peut-être me permettre de répondre à cette partie-là. J'ai des conventions qui peuvent me permettre de répondre à ces parties-là. Il y a des acteurs champenois qui travaillent sur ces enjeux et ces enjeux, d'avoir vraiment les clés pour ensuite accompagner les démarches individuelles. Voilà, donc ça, c'est un travail qui va se déployer sur les 2-3 années qui viennent. Voilà, donc il va falloir un petit peu de patience. L'idée, c'est aussi de faire un reporting à l'échelle de la filière sur tous ces indicateurs parce qu'on est de plus en plus questionné, soit poliment, soit franchement attaqué sur beaucoup de ces sujets-là. Et donc, c'est une fois qu'on explique, une fois qu'on a pris le temps d'expliquer à des journalistes, à des politiques, etc., tout ce qui est fait en Champagne, ils se rendent compte du niveau d'avancée. Mais ça serait bien d'avoir des outils de communication et de reporting qui soient déjà connus et répandus pour répondre à tous ces défis auxquels on est confronté en permanence. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Pierre. Bravo. Tu avais proposé un questionnaire, donc on va le faire passer tout de suite. Hop. Pourquoi aussi? Allez, c'est parti. Vous n'êtes pas obligé de répondre, après. Mais... Il y a une boutade dans la liste. D'accord. Saurez-vous la retrouver? Ok. Et dans le chat, est-ce qu'on avait des questions? Les vignes semi-larges peuvent-elles s'inscrire dans une approche RSE? Eh bien justement, ça rejoint, c'est une très bonne question. Là, j'avais mis l'exemple du cheval pour avoir une image peut-être plus consensuelle. Mais vous regardez le dossier d'études des vignes semi-larges qui a été fait sur une vingtaine d'années, et on retrouve exactement ça, c'est-à-dire qu'il y a une notion de contrainte de travail, confort de travail pour les ouvriers viticoles, pour les vendangeurs. Il y a une notion d'économie. Il y a l'impact sur l'image. Quel est l'impact sur les paysages champenois? Quel est l'impact sur l'environnement? Donc, on a fait des évaluations environnementales des vignes semi-larges versus les vignes étroites. Et donc, on voit dans le dossier, justement, ça fait partie des critères qui ont amené à ouvrir la possibilité, ce n'est qu'une possibilité, ce n'est pas du tout une obligation, hein, mais à ouvrir la possibilité de planter des vignes semi-larges, c'est parce que sur les différents compartiments de la responsabilité sociétale, on voyait que ça pouvait amener un mieux-disant, justement, de modération des coûts, de meilleures conditions de travail pour les ouvriers, réduction de l'empreinte carbone, etc. Autre question qui concerne la coopération. La coopération a un rôle très important pour la réduction de l'empreinte carbone, point d'interrogation. Alors peut-être qu'on posera la question aussi à Sébastien, avec ses responsabilités de président de coopérative, mais
On attend, on garde cette question pour tout à l'heure. Voilà. Pour les paysages, les semi-larges ne représentent pas vraiment la Champagne. Bon, ça, c'est un commentaire. Ok. Il y a un dossier Qui vous public en appartient. ligne. Ouais. Alors oui, c'est vrai que le marketing, il y a beaucoup de... Voilà, très bien, merci.